bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass et dernière du cycle. Vous retrouvez, donc je suis Isabelle Servant, maintenant vous me connaissez tous a priori. Je suis avec notre invitée Marjorie Véron, que je vais présenter dans une minute, et mon amie Cécile Neuville, dont vous connaissez le visage maintenant puisqu'elle me suit depuis le début. Cécile, pour l'aspect technique, tu as des petites choses à rappeler qui pourraient Alors, être intéressantes? très rapidement, oui, même si la plupart doivent commencer à connaître, on ne sait jamais s'il y a quelques nouveaux qui nous rejoignent. Durant toute la première heure, on vous invite vraiment à communiquer via le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et moi, je prends en note les questions, donc inutile de les répéter 2 fois, 3 fois, elles seront posées le moment venu sans interrompre les fils, ce qui leur permet vraiment d'être fluides et de ne pas chercher à suivre le chat, justement, librement. Et si jamais vous avez un petit souci technique aussi, dites-le sur le chat et je vous répondrai par écrit pour ne pas interrompre non plus l'interview. Et au pire des cas, le plus simple souvent, c'est vraiment de se déconnecter, de se reconnecter. Donc voilà, au niveau technique, c'est tout. Et quand vous aurez à prendre la parole plutôt pour la deuxième partie des pitchs, veillez à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de vous et à couper les micros dès que vous ne parlez plus, si jamais il y avait ne serait-ce qu'un petit peu de bruit autour. Voilà, sinon je pense que c'est tout bon. Ouais, on redonnera les consignes pour la deuxième heure parce qu'aujourd'hui, Voilà. c'est un principe un petit peu particulier. Vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, vous entraîner pour le pitch de mardi. Et maintenant, on va focaliser sur Marjorie. Je te présente Marjorie. Et moi, je vous Tu fais laisse un les petit deux. tourner Voilà. en bac. Et voilà. Allez, À tout à à tout l'heure. à l'heure, Cécile. Merci. Donc, Marjorie qui nous accueille dans un cadre magnifique, super clair. Je te présente un peu et puis tu complètes. Ok. Donc Marjorie, en fait, elle a un parcours super atypique, comme je les adore, puisqu'elle était avant avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, si je ne m'abuse, et qui a travaillé dans un grand cabinet d'affaires. Et puis, tu as travaillé pendant une dizaine d'années et finalement, tu es devenue coach. Alors, on a un petit problème avec Sylvie, mais ça va se passer. Sylvie, super. Voilà, super. Tu es devenue coach et tu coaches sur les personnes qui sont principalement au potentiel, multipotentiel ou hypersensibles sur des projets personnels et professionnels. Et une autre casquette, parce que tu en as plein, tu as écrit 3 livres. Enfin, moi, j'en ai 2, simplement, mais c'est déjà bien. J'ai celui dont on va parler aujourd'hui, Le droit d'auteur pour les écrivains, et récemment publié chez Erol, comme moi. Je deviens coach, et donc c'est vraiment l'accompagnement d'une personne qui décide de se lancer dans le parcours de coach de manière très pratique, avec toutes les étapes pour développer son business et sa clientèle. J'ai bien présenté, Marjorie? Exactement, oui, Isabelle, merci. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans cette série de masterclass. Je suis ravie d'être là pour partager ce que j'ai appris pendant mes 10 années d'exercice de la propriété intellectuelle dans des cabinets de niche où j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'édition littéraire notamment et la musique. C'était mes 2 principales activités dans des cabinets de niche et puis après dans des gros cabinets d'affaires. Et puis après, la vie m'a emmenée dans tout un parcours de découverte de moi à travers le yoga, la naturopathie, l'hypnose, la PNL et tout ça, je l'ai rassemblé dans un accompagnement de coaching, un accompagnement qui est même au-delà du coaching puisqu'il est vraiment psycho-corporel, voire énergétique. Okay. Pour les zèbres, les hauts potentiels, les multipotentiels, les hypersensibles, enfin tous ceux qui se sentent un peu différents et décalés dans ce monde. Et je les accompagne à trouver leur place, leur voie, et puis quand elle est trouvée, et si c'est dans mes cordes, à développer un projet indépendant autour de ce qui leur tient à cœur. Ouais, et j'allais même, tu vois, rebondir de ce que tu disais. Je me disais, il y en a sûrement beaucoup qui écrivent des livres. C'est des profils effectivement qui aiment partager, qui aiment transmettre, qui sont très curieux, donc ils s'intéressent à beaucoup de choses et qui ont en général un esprit de synthèse qui peut être facilement développé et qui leur permettent de transmettre la richesse de la transversalité souvent dans ce qu'ils ont découvert. Ouais, qui sont en plus, tu sais, la masterclass s'appelle « Écrire un livre pour contribuer ou transmettre ». C'est vraiment dans cette idée de « je suis en accord avec mes valeurs, j'ai des choses qui me tiennent à cœur et je veux rendre quelque part le monde meilleur ». Exactement. Donc, ça. On s'est retrouvés. Et en fait, je voudrais vous rappeler, pour vous qui nous écoutez, c'est... alors, j'ai une question juste. Marjorie propose-t-elle également des accompagnements pour les parents d'enfants hypersensibles? Alors,
Moi, j'accompagne l'individu, donc j'accompagne le parent par rapport aux problématiques que lui peut rencontrer. En général, quand on se transforme soi-même, ça a un impact sur l'environnement. Je ne vais pas travailler sur la relation parent-enfant. Il faut savoir que l'hypersensibilité, le haut potentiel, aujourd'hui, on est quasiment certain que c'est génétique. Donc, quand on a des enfants hypersensibles, il y a de grandes chances pour qu'on soit des parents hypersensibles et que de travailler sur soi, apprendre pour les hypersensibles, apprivoiser ses émotions, ça va nécessairement impacter les enfants. Ouais. Alors, et je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent, avec plaisir Muriel, c'est que Marjorie nous avait été recommandée par Olivier Clerc, qui était donc cet auteur connu et aussi traducteur des livres de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, et donc il nous avait vivement recommandé de parler à Marjorie Véron. C'est fait. Alors, par contre, là, tu vas reprendre ta casquette pour la première heure d'Ex-Avocate, pour nous parler de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur. Et puis, deuxième heure, ça va être la casquette de coach. On va entendre les personnes qui pitchent leur projet. Ça marche. C'est parti. Avec plaisir. Je réponds juste à Christine qui me demande où est-ce que j'exerce et je reçois. Je travaille exclusivement en ligne. Ça me permet de travailler partout dans le monde, du coup, de chez moi et de décors parfois plus naturels qu'à l'intérieur. Bien. Ben voilà, on voit et ça nous fait du bien d'être ouvert avec toi. Super. Allez, casquette droit d'auteur, c'est parti. C'est ça. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Est-ce que tu veux que je le dise parce que c'est une phrase un petit peu longue? Tu nous le présentes. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Alors, le droit d'auteur, qu'est-ce que le droit d'auteur? C'est un système, un ensemble de lois qui vont permettre de régir. Donc, régir, ça veut dire encadrer à la fois la protection et l'exploitation des créations intellectuelles. Et en fait, ce que j'ai découvert dans ton livre, je n'ai pas arrêté à chaque page de découvrir des choses. Et en fait, c'était très large en fait. Tout ce qui est la création intellectuelle, comme tu dis, c'est non seulement les livres, mais ça allait sur les logiciels, les dessins, les plans, les cartes, les créations de mode, même les conférences, les allocutions, les plaidoiries, les communications scientifiques. En fait, c'est tout ce qui sort en gros de la tête. C'est tout ce qui sort de la tête et qui va avoir le critère en droit d'auteur, il est très très flou. Il faut que ça apporte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à déterminer, on en reparlera je pense, mais déjà pour donner le spectre de ce qui est protégé par le droit d'auteur, effectivement c'est très large, on parle de propriété littéraire et artistique, donc déjà là-dedans on entend qu'il y a tout le côté littéraire qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, tout ce qui est artistique, et c'est là où qu'est-ce qui est artistique, où est la limite de l'artistique, c'est parfois flou, ça va très loin effectivement, des plaidoiries aux photos, en passant par les discours, comme tu l'as dit, les conférences, tout ce qui est architecture, tout ce qui est sculpture, enfin évidemment tous les arts, le cinéma, et puis les éclairages aussi, par exemple, des coiffures, des coupes de coiffure, des défilés de mode, donc c'est vraiment super large. Et par principe, à peu près tout peut être protégé par le droit d'auteur à partir du moment où ça répond à quelques critères. Oui, c'est déjà une grosse découverte pour moi. Du coup, c'est régi par le code de la propriété intellectuelle. Ouais. Voilà, que j'avais marqué que ça s'applique peu importe le genre, donc littéraire, scientifique, artistique, la forme, écrite, orale, visuelle, le mérite, c'est-à-dire la beauté ou le talent de l'auteur, ça m'a fait rire, et la destination, savoir si c'est utile ou pas. Exactement. Une découverte pour moi, c'était, parmi les découvertes, c'était la durée des droits d'auteur. En fait, la personne qui crée, il y a, pour avoir des droits en fait sur son œuvre, c'est très limité dans le temps. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce que j'ai vu, c'était la vie de l'auteur, plus 70 ans pour les héritiers. Est-ce que ça veut dire que si moi je décède, mes héritiers percevront les droits d'auteur de chez Erol pendant 70 ans, c'est ça? Alors ça va dépendre de ton contrat d'édition avec Erol. D'accord, ok. Je me regarderai mieux la prochaine fois. Ça va dépendre de quelle cession de droit tu as réalisée avec ton éditeur. Mais oui, la question de la durée des droits d'auteur, elle est un petit peu complexe parce qu'il y a, comme en droit, il y a un principe et il y a surtout beaucoup d'exceptions. Une bonne réponse de juriste qui est assez systématique, c'est « ça dépend ». Et donc effectivement, quand tu me demandes quelle est la durée des droits d'auteur, je vais te dire « ça dépend ». J'ai bien fait de poser la question alors. Voilà.
Si tu prends le principe de base, c'est-à-dire que l'œuvre, alors déjà on reviendra dessus aussi, je pense qu'elle est protégée du fait même de sa création, pendant toute la durée de vie de l'auteur et 70 ans après son décès. Ça veut dire effectivement que on ne peut pas utiliser ton œuvre sans ton autorisation pendant toute la durée de ta vie et qu'il appartient à tes héritiers d'autoriser cette exploitation une fois que tu ne seras plus sur cette terre. Qu'il y ait eu un contrat de cession ou qu'il n'y en ait pas eu. Si tu as écrit un livre que tu n'as jamais publié, qui est resté quelque part un manuscrit inachevé ou même achevé, c'est tes héritiers qui décideront de céder ces droits ou pas. Après, il y a des exceptions et des cas particuliers. Pour tous les auteurs qui sont morts pendant les périodes de guerre, notamment, il y a eu des prorogations dues aux périodes de guerre qui font des situations un peu complexes. Et je pense notamment à Antoine de Saint-Exupéry, qui lui est mort pour la France. Donc, il y a eu une prorogation de 30 ans en plus des prorogations de guerre. Et ce qui fait que le Petit Prince, par exemple, est dans le domaine public dans la plupart des pays du monde, sauf en France, où il est encore sous le coup de la loi du droit d'auteur. Ah, c'est vrai. Ouais, ça peut créer des situations un peu particulières. Il y a d'autres cas plus particuliers. Ça, on parle du cas où l'œuvre a été écrite par un seul auteur, mais l'œuvre, elle peut avoir été créée. Je vais parler essentiellement d'œuvres littéraires, parce que je crois que là, on est essentiellement Et sur des ça œuvres a littéraires. été quelque chose que j'allais évoquer avec toi, les 3 cas particuliers que j'ai moi découverts. Le cas du salarié, déjà, qui crée quelque chose. Je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais parler ici, mais j'ai découvert que les droits lui appartiennent quand il est salarié. Je pensais que c'était à l'entreprise. Il y a l'œuvre créée collective sous la direction d'une personne, donc une personne qui demande à plusieurs autres personnes de créer des pages, des parties du livre, mais elles ne travaillent pas entre eux. Et j'ai découvert que c'était la directrice de ce projet d'écriture finalement qui a les droits. C'est très intéressant, ce n'est pas des droits partagés, mais que lorsqu'il y a une vraie coopération entre les auteurs, et c'est là où ça va peut-être intéresser ceux qui nous écoutent, quand il y a une vraie coopération entre les auteurs, du coup, là, il y a des droits partagés. Alors oui, ça c'est la question de savoir à qui appartiennent les droits. Oui. Et une fois qu'on sait à qui appartiennent les droits, on peut se poser la question de combien de temps durent les droits d'auteur. Effectivement, dans le cadre d'une œuvre de collaboration, quand les auteurs ont écrit ensemble et qu'on est capable de distinguer, tiens, cette partie, c'est toi qui l'as faite. C'est par exemple le cas de mon livre « Je deviens coach ». On l'a écrit à 4 mains, Marjorie Lombard et moi-même. On est capable chacune de dire qui a écrit quoi dans ce livre. Donc, c'est une œuvre de collaboration. Les droits d'auteur nous appartiennent à toutes les deux pour la durée des droits d'auteur, donc notre vie, plus 70 ans après notre mort, ça c'est très clair. Si jamais il y en a une qui décède avant l'autre, ça va changer un peu la règle du jeu, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, je suis pas sûre que ça soit ce qui est le plus important. Après, il y a on est encore vivant pour l'instant. Voilà, c'est ça, on est encore là et puis nos héritiers se poseront la question le moment venu quand... Dans 70 ans, ça va. Voilà. Pas dans 70 ans, mais... Ils auront 70 ans pour se poser la question. Donc, à qui appartiennent les droits d'auteur dans le cadre de l'œuvre de la collaboration? Ils sont conjoints, mais chacun peut exploiter séparément sa contribution. Donc, ça, c'est intéressant pour vous qui nous écoutez si vous écrivez à plusieurs mains. Sachez que ça ne veut pas dire que vous perdez les droits sur ce que vous avez écrit. Vous pouvez très bien continuer à exploiter ce que vous avez écrit, indépendamment de la partie de l'autre personne, sous réserve évidemment de ce qui a pu être prévu dans un contrat d'édition commun. L'œuvre ce mot vient de m'échapper. L'œuvre collective, donc c'est celle qui est écrite sous la direction d'une tierce personne qui va prendre l'initiative et la direction de cette œuvre. Le cas qu'on cite typiquement, c'est les dictionnaires, les encyclopédies. Il y a une personne, un éditeur en général, qui dit voilà, on va écrire, je voudrais faire le dictionnaire, je sais pas, j'ai un livre sur les rêves en face de moi, alors le dictionnaire des rêves, et je vais demander à plein de personnes différentes de m'écrire des petits articles. Comme c'est cette personne, en général une personne morale, qui aura pris l'initiative et la direction de l'ouvrage et qu'au final, toutes les contributions vont être tellement fusionnées les unes aux autres qu'on ne saura plus exactement qui précisément a écrit quoi, c'est la personne morale qui aura les droits d'auteur. Donc les contributeurs, eux, n'auront plus de droits là-dedans. Personne morale, pas personne physique. En général, parce que c'est une personne morale qui c'est pas la directrice de collection, si tu veux, ça va être la maison d'édition. Okay.
Et le dernier cas dont on parlait, c'est le cas des œuvres salariées. Alors effectivement, c'est un cas un peu particulier et qui est ignoré même de la plupart des salariés et parfois même de leurs employeurs. C'est que l'œuvre, elle appartient à l'auteur du fait même de sa création. Et l'auteur, ça peut être un salarié. C'est très problématique dans le cadre des salariés qui ont des fonctions très créatives. Ça a été une grande partie des dossiers en droit d'auteur aussi dans l'industrie, par exemple, de la joaillerie Oula, il y a ou de la mode. Ouais, Jean-Philippe, il y a ton micro qui est allumé. Il faut que tu l'éteignes. Ça marche. Ouais. Et ça, ça demande d'avoir des contrats de travail avec des sessions de droit d'auteur qui sont encadrées. C'est un cas un peu complexe à gérer qui ne nous concerne pas vraiment là-dedans. Ouais, mais il faut savoir que… de le dire, parce que moi, ça a été une grosse découverte de me dire, ah tiens, quand je suis salariée, si je suis créative, ce que je crée, finalement, ça m'appartient. Ouais, c'est ça. Parce que le droit d'auteur, en fait, est très, très protecteur vis-à-vis des auteurs. Et ça, c'est important de le savoir quand on est auteur, parce qu'on a l'impression qu'il faut tout donner et qu'on n'a pas grand-chose comme droit, alors qu'en réalité, le droit d'auteur est très, très protecteur des auteurs. Alors, ce que j'ai… on va rentrer dans, tu sais, les petites 4 règles à connaître qui ont… Il y a peut-être des questions après, on va voir. Ce que j'ai compris, c'est que les droits d'auteur, c'est effectivement complexe parce qu'il y a les droits patrimoniaux, qui sont les droits financiers, si j'ai bien compris, et puis il y a les droits moraux, qui sont finalement comment je peux utiliser, protéger et utiliser et transformer et modifier mon œuvre. Donc, il y a des droits patrimoniaux, c'est l'argent, et droits moraux, c'est tout ce qui est protection. Et donc, j'ai vu droit de divulgation, être publié ou pas, paternité, on associe ton nom à ton œuvre, de respect de son œuvre, ses regards sur les modifications, de repentir, retrait de l'œuvre, bref, tous les droits d'exploitation, de reproduction, d'utilisation. Et il y a 2 choses très différentes en fait. Oui, il y a 2 choses très différentes et ça, c'est vraiment le cœur du droit d'auteur. Une fois qu'on sait quelles sont les œuvres protégées, à qui appartiennent les droits, c'est de savoir comment on exploite ces fameux droits d'auteur. Donc, il y a effectivement ces 2 grandes catégories. Les droits patrimoniaux, qui sont ceux qui peuvent être monnayés et qui sont concernés par la règle de durée des droits d'auteur, donc qui sont valables pendant toute la durée de l'auteur et 70 ans après. Et les droits moraux qui, eux, sont imprescriptibles, inaliénables donc, et perpétuels. Les droits moraux, ils ne s'éteignent pas avec l'extinction des droits patrimoniaux. C'est-à-dire que 70 ans après la mort de l'auteur, il n'y a plus de droits patrimoniaux, on ne peut plus vendre les droits d'auteur, donc l'œuvre tombe dans le domaine public, tout le monde peut l'utiliser. En revanche, les droits patrimoniaux restent. Ça veut dire, les droits moraux, pardon, les droits moraux restent. Ça veut dire quoi ? Je reviendrai sur les droits patrimoniaux qu'on peut financer, mais déjà, pour une œuvre qui est tombée dans le domaine public, ça peut intéresser les auteurs quand on veut se servir des choses qui ont été écrites il y a déjà un bon moment. Ça veut dire que si vous trouvez dans une malle, dans un vide-grenier, un manuscrit allez, on va aller loin, en Ronsard, signé Pierre de Ronsard, qui n'a jamais été divulgué, vous ne pouvez pas le publier et en retirer de l'argent, en tout cas le publier sans l'autorisation des héritiers, parce que c'est le droit moral de divulgation, et ça appartient aux héritiers de l'auteur, et c'est imprescriptible, ça ne s'arrêtera jamais. Vous êtes obligé de citer le nom de l'auteur de cette œuvre, systématiquement, ça c'est le droit à la paternité, on respecte la paternité de l'auteur qui l'a écrit, de l'œuvre. Le respect de l'œuvre, ça veut dire que même si vous achetez par exemple une toile de maître qui serait tombée dans le domaine public, un Van Gogh par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre un coup de cutter dedans. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire de l'objet matériel que vous devenez propriétaire des droits moraux dessus, et même des droits patrimoniaux d'ailleurs, si on prenait un auteur qui serait un tableau dont l'auteur serait encore vivant ou mort depuis pas longtemps, un Basquiat, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne peut pas prendre des photos et faire des cartes postales et les diffuser comme ça, parce que les droits patrimoniaux sont encore là. La propriété de l'objet matériel est indépendante de la propriété intellectuelle. Okay. Donc, le droit moral qui nous interdit de mettre un coup de cutter dans l'œuvre ou pour une œuvre littéraire, de décider que, tiens, je vais arracher 40 pages du livre et puis ces pages-là, on ne les publie pas. Et puis, un droit de retrait qui autorise l'auteur à décider que ce qu'il a écrit à une certaine époque, il ne veut plus que ça soit publié.
Alors, quand on a signé un contrat d'édition, évidemment, ça va être problématique parce qu'on s'est engagé à certaines choses, donc ça s'indemnise. Mais ça peut arriver quand on a tenu des propos à une certaine époque, en général des propos qui étaient un peu polémiques, et puis que quelques années après, on n'a plus du tout envie qu'on parle de nous avec ces propos-là, en citant ces propos-là, et donc on a un droit de retrait qu'on peut faire exercer aussi. Donc en fait, l'auteur est quand même très protégé. Vous êtes très protégé sur votre œuvre et même si vous vendez les droits patrimoniaux, vous restez quand même propriétaire. Ça va être intéressant, tu vois, qu'on aborde cette partie-là parce que qu'est-ce qu'on cède quand on vend finalement notre livre à un éditeur, ce qui est, que vous souhaitez quasiment tous faire ici. Qu'est-ce qu'on vend en fait à l'éditeur? Alors, qu'est-ce qu'on avec vend? Livre. On arrive avec son livre, et donc ce qu'on vend, tous les droits. On vend quoi en fait? on vend, alors voilà, on ne vend pas son âme à l'éditeur. On garde ses droits moraux, ils sont inaliénables, imprescriptibles, incessibles. Donc, on ne peut pas céder ses droits moraux. Un éditeur qui vous demanderait de renoncer à ces droits-là, il vous ferait signer un contrat qui n'est pas valable. Par contre, ce qu'on voit très souvent dans les contrats, c'est que l'éditeur ou le producteur, dans le cadre d'un film, va garder le droit du dernier cut. C'est-à-dire de décider que voilà, ça, je veux que ça soit comme ça, comme ça. Vous n'êtes pas forcément d'accord, et en général, c'est l'éditeur qui va avoir le dernier mot. Donc, à voir pour vous, si vous considérez que vraiment ça porte atteinte à l'œuvre, à l'intégrité de l'œuvre, au respect de l'œuvre, vous pouvez toujours jouer cette carte en disant non, moi je refuse que ça soit publié en l'état. Dans ce cas-là, vous récupérez vos droits. Ça veut dire peut-être rendre l'avance, etc. C'est un peu compliqué, mais vous avez toujours cette possibilité-là. Donc, qu'est-ce que vous cédez très concrètement? Vous cédez ces droits patrimoniaux. En fait, c'est les droits qui peuvent être monnayés. Et dans ces droits, il y en a 3. Le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit d'adaptation. En tant qu'auteur littéraire, ce que vous cédez essentiellement, c'est le droit de reproduction. Le droit de reproduire l'œuvre en autant d'exemplaires que l'éditeur le souhaitera. Mais de reproduction sur quel support? Est-ce que c'est uniquement sur support papier? Est-ce que c'est support numérique? Est-ce que vous cédez les droits de reproduction, je ne sais pas, sur un t-shirt? On peut imaginer qu'il peut y avoir des extraits sur un t-shirt. Donc tout ça, ça se décline dans la cession de droit, dans le contrat d'édition. Qu'est-ce que je suis en train de céder par rapport à mon droit de reproduction? Le droit de représentation, c'est le droit de représenter l'œuvre au public, donc par exemple de la réciter en public, de la représenter sur un écran et de la faire défiler. Je pense ça se fait maintenant dans les musées, de faire défiler des œuvres, mais c'est plutôt pour des œuvres picturales. En matière d'édition littéraire, le droit de représentation, il est assez faible. En général, c'est un intermédiaire. Il est nécessaire d'afficher sur un écran, par exemple, pour pouvoir reproduire l'œuvre sur un terminal numérique. Et puis, il y a le droit d'adaptation. Et ça, c'est important quand on est un auteur de savoir ce qu'on cède à ce niveau-là. Le droit d'adaptation, c'est le droit de faire changer l'œuvre de forme. Donc, quand on a écrit un livre, d'en faire un film, par exemple. Ou d'en faire des produits dérivés, des mugs, des tasses, les fameux t-shirts dont je parlais, etc. Et ça, dans un contrat d'édition avec une maison d'édition littéraire, souvent, il n'y a pas vraiment lieu de céder ces droits-là. Et pourtant, dans les contrats, on va retrouver des cessions de droits qui sont très larges, où l'éditeur va prendre tous les droits possibles et imaginables dans la cession de droits, pour assurer l'avenir, en se disant si jamais le livre a un grand succès, on sera le premier à pouvoir l'adapter. Il faut savoir que le droit d'adaptation audiovisuelle, il doit faire l'objet d'un contrat séparé. Donc, ça ne sera jamais dans le même contrat que le contrat d'édition pur. Si c'est le cas, ça sera une clause qui n'est pas valable. Ok. Mais c'est toujours intéressant de découvrir ça. Bien sûr, en auto-édition, vous gardez complètement les droits. En auto-édition, il n'y a pas de cession de droit. Vous êtes votre propre éditeur. Vous gardez tout, si ce n'est, et tu le rappelais très justement dans ton livre, que pour percevoir les droits d'auteur, donc la rémunération, il faut avoir une structure juridique, quitte à être micro-entrepreneur. Absolument. C'est un bon rappel. Il faut quand même pouvoir légalement récupérer les droits sur une structure. Absolument. C'est parce que là, ce que vous récupérez, c'est pas les droits d'auteur, c'est les produits de la vente.
Ouais, c'est C'est ça. que vous mettez votre livre en vente et que c'est vous l'éditeur. Et l'éditeur, lui, il ne touche pas des droits d'auteur. L'éditeur, il vend des produits. Et en tant que vendeur de produits, il encaisse des sommes. Et ces sommes-là, elles pourraient pouvoir être encaissées. Elles doivent être encadrées par une structure morale. Et donc, il vous faut un statut juridique, et notamment celui d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur qui convient très bien. Mais il faut avoir ce statut-là parce que ce n'est pas des droits d'auteur que vous percevez à ce moment-là. Ouais. Et le dernier cas de figure qui nous avait été vivement déconseillé par tous les intervenants dans ces masterclass, c'est la publication à compte d'auteur. Donc, à compte d'éditeur, c'est vous allez chez un éditeur. À compte d'auteur, auto-édition, bien sûr, c'est vous qui vous l'auto-publiez. À compte d'auteur, c'est vous remettez votre livre à une structure qui va s'occuper de le relire, de le mettre en page, souvent de l'imprimer, et à la fin, vous donne le livre. Mais là, effectivement, selon les contrats, on cède parfois les droits. Donc, il y a quelque chose à vérifier, savoir si on est toujours propriétaire des droits. Je pense que ça n'intéressera pas les gens qui nous écoutent, mais c'était toujours bien de le rappeler. Ça peut être intéressant. On va sur une pente. C'est important d'en parler parce qu'effectivement, là, on a vu ces deux extrêmes. Donc, je cède mes droits à l'éditeur et donc l'éditeur, ça va être à sa charge de mettre en page l'œuvre, de la relire et surtout d'en assurer la promotion et la diffusion. Quand je suis auto-éditeur, moi, je m'occupe de tout ça. Donc, je fais la relecture de mon livre, sa mise en page, j'en assure la diffusion et la distribution et le stockage quand on a une œuvre papier. Et puis, il peut arriver qu'entre les deux, on se dit, moi, je suis auto-éditeur, mais je ne veux pas faire tout seul. Donc, je vais aller voir des sociétés qui vont s'occuper de ça. Et en fonction des sociétés, il y en a qui vont nous faire signer des contrats qui sont plus ou moins clairs, qu'on va plus ou moins bien comprendre et qui pourraient aboutir à cette cette édition à compte d'auteur. C'est-à-dire que vous prenez tous les risques, vous payez tous les frais, mais c'est eux qui ont les droits. Donc, c'est comme travailler avec un éditeur, sauf que c'est vous qui payez tout. Donc ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est une solution qui existait historiquement. La loi sur le droit d'auteur, telle qu'on l'utilise aujourd'hui, elle date de 1957, mais elle est plus vieille que ça. Et ça, c'est hérité d'un temps qui, aujourd'hui, n'a un modèle économique qui n'a plus de raison d'être. Mais il y a quand même des sociétés, et notamment des sociétés étrangères, qui utilisent encore ce système. Donc faites attention si vous voulez vous auto-éditer, pour une raison ou pour une autre, pour le livre que vous allez présenter ou pour un autre, quand vous signez des contrats avec ces prestataires-là, de bien conserver vos droits d'auteur parce que c'est pas un cas anecdotique, hein, ça arrive très souvent. Oui. Je me demande juste si on rentre de suite sur ce qu'on cède à un éditeur, en fait. Quand on cède, j'ai de la question, qu'est-ce qu'on cède quand on écrit un livre, quel droit garde-t-on? Parce que tu vois, quand je lisais ton livre, qu'est-ce qu'on cède à un éditeur? C'est ce que tu disais, représentation, reproduction, adaptation, mais aussi, ce que j'avais lu, c'était l'étendue des droits. Du coup, c'est peut-être ça, livre broché, numérique, audio, la destination, c'est-à-dire si c'est un usage éditorial, commercial, publicitaire, territorial, France ou international, et la durée. Je ne savais même pas qu'on pouvait quelque part négocier la durée des droits. Je crois jamais, j'ai regardé mes contrats, mais tu vois, je ne voyais pas la marge de manœuvre. Je ne sais pas si quand on est un auteur débutant, honnêtement, on peut vraiment dire à l'éditeur, surtout si c'est des grosses maisons d'édition, est-ce qu'on peut vraiment négocier, Marjorie? Alors, est-ce qu'on peut vraiment négocier? En théorie, tout est négociable. En théorie. Ouais. Maintenant, je pense que plus on sera nombreux à essayer de négocier, plus la pratique des maisons d'édition va évoluer dans un sens qui est plus équitable pour la maison d'édition et pour les auteurs. Parce que quand on est auteur, on est tellement content d'avoir trouvé une maison d'édition qu'on dit allez, prenez tout, je m'en fiche, je ne veux pas le savoir, je lis même pas mon contrat, de toute façon, je signe. Et finalement, savoir ce qu'on a signé, c'est quand même important, déjà pour savoir ce qu'on peut faire par la suite, et puis de se rendre compte quand même que ça nous engage très sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on cède à l'éditeur? Uniquement les droits patrimoniaux, on l'a vu, hein, les droits moraux ne peuvent pas être cédés. Donc, ces droits de reproduction, représentation et d'adaptation. Et pour que la cession de droits soit valable, il faut qu'il y ait ces 5 éléments que tu as listés qui soient visés. Donc, quelle est la nature des droits cédés? Est-ce que c'est le droit de reproduction, le droit de représentation ou le droit d'adaptation? Qu'est-ce qui est visé là-dedans?
Souvent, le droit d'adaptation, il n'y a pas vraiment lieu de le céder. Et pourtant, il fait partie des contrats. Donc, ça peut valoir le coup de demander à l'éditeur, bah, vous avez prévu ça, mais vous avez quelque chose en tête concrètement par rapport à Ouais. ça? Peut-être plus pour les romans d'ailleurs, je suis en train de penser, parce que nous, on est plus sur des livres un petit peu pratiques. Alors, Non. bah, je ne sais pas si tu veux en faire une formation en ligne, par exemple. Ah, ça marche aussi pour ça, en fait. D'accord, ok. Ah, ok. Jusqu'où va l'adaptation? Tu vois, tu écris un livre. Moi, mon livre, Le droit d'auteur pour les écrivains, si je décide de prendre tout le contenu du livre, d'en faire des slides et de le filmer, c'est une adaptation du livre. Ok. Et si tu changes le contenu, c'est bon quand même, ou c'est si Alors, tu prends texto ton livre? Ou c'est pas bon? Par curiosité. Parce que ça va intéresser nos auteurs, parce que le fait d'écrire un livre, encore on l'a expliqué, généralement, on ne gagne pas énormément d'argent en vendant un livre, si ce n'est aussi beaucoup de notoriété, puis toute la satisfaction, évidemment, de publier ce livre. Mais beaucoup vont peut-être le décliner en des formations, des ateliers, des conférences, y compris moi d'ailleurs. Et du coup, il y a peut-être un gap entre les droits. Tu vas me l'évoquer ici, du coup. Alors, en théorie, juridiquement, il y aurait effectivement il pourrait y avoir un problème à ce niveau-là en fonction de ce qui a été prévu sur le droit d'adaptation. En pratique, l'éditeur, il n'en a pas grand-chose à faire. Ah, ça fait la promotion de son livre en même temps. Donc, ça fait la promotion du livre, exactement. Il n'a aucun intérêt à l'interdire. C'est pour ça qu'on est dans une phase où je pense qu'on peut quand même faire réaliser à certains éditeurs qu'il y a des choses qu'on trouve encore dans les contrats parce que historiquement, ça avait une raison d'être, qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Et d'ailleurs, ils passent, c'est toujours dans le contrat, mais ils passent outre. Donc, pourquoi maintenir ces clauses-là dans le contrat? Bon, c'est sûr que quand on n'est pas à l'aise avec les droits d'auteur, à l'aise avec la négociation et que c'est le premier contrat d'édition qu'on signe avec la maison d'édition, on n'est pas vraiment là pour leur mettre le nez dans les incohérences juridiques et pratiques qu'il peut y avoir. Mais voilà, je soulève le point parce que peut-être qu'il y a des éditeurs qui écouteront cette masterclass un jour et que je les invite à réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on peut faire des contrats qui sont équitables et qui ne prévoient pas absolument tous les cas envisageables, imaginables, alors qu'en pratique, ça ne sera jamais utilisé. Okay. Donc, ce droit d'adaptation-là, la plupart du temps, pour des livres techniques, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, je ne vois pas vraiment l'intérêt que ça fasse partie du contrat. Ouais. Donc, l'étendue des droits cédés, la nature des droits cédés, ça va surtout être le droit de reproduction, le droit d'imprimer le livre et de le diffuser en autant d'exemplaires que nécessaire. Et puis, la version numérique, éventuellement, qui va représenter le droit de représentation. Comme tu le disais si bien, on n'écrit pas un livre pour devenir millionnaire, surtout un livre pratique. C'est une citation que j'ai reprise dans mon livre sur les montants des droits d'auteur, qui disait que si les droits d'auteur étaient une pizza, les auteurs toucheraient les olives. Pour vous donner une idée un peu de la proportion. Donc, on en a parlé dès la première masterclass pour que tout le monde soit au clair sur ce que... Pourquoi j'écris un livre? Clairement pas pour faire fortune, mais voilà, c'est de la notoriété. Ça arrive, mais il faut avoir en tête que ça reste quand même les exceptions et que la majorité du temps, déjà, si ça nous fait gagner en notoriété et en crédibilité, c'est déjà énorme. Donc, c'est aussi pour ça qu'on joue le jeu avec les éditeurs de cette rémunération qui est assez faible. Clairement. Donc, quels sont les droits cédés, la nature des droits cédés? Quelle est l'étendue de la cession? Donc, est-ce que c'est uniquement pour un usage éditorial, hein? En général, la question ne se pose pas trop en matière littéraire. La destination, c'est la même chose, ça va être un usage éditorial. Le territoire, ça c'est important de voir. Est-ce que l'œuvre est cédée uniquement pour le territoire français? Est-ce qu'elle est cédée pour tous les territoires francophones? Et là, c'est plus la même chose. Et est-ce qu'on prévoit le monde entier? Dans ce cas-là, il y aura des possibilités de traduction. Ça fait partie du droit d'adaptation qui seront envisagées dans le contrat. Et puis, quelle est la durée des droits cédés? En général, les grosses maisons d'édition, effectivement, comme tu le disais, ils prévoient très très large. Et moi, je me souviens dans mes contrats, et je pense que c'est pareil pour la plupart des grandes maisons d'édition, il y a le contrat type de plusieurs pages qui vraiment est le même pour tous les auteurs. Et puis, il y a un document d'une page qui est vraiment destiné au projet que l'on propose. Et lui réfléchi pour chaque auteur. Mais après, derrière, c'est le contrat type
Il y a des conditions, c'est ça. Il y a des conditions générales, en fait, des conditions générales de cession où tout est prévu et c'est très, très large. Et puis, des conditions particulières qui sont propres à l'auteur, dans lesquelles on précise notamment le titre, le nombre d'exemplaires qui va être tiré, la rémunération de l'auteur et puis éventuellement des cas particuliers. Moi, je sais que dans certains contrats, j'ai fait supprimer, par exemple, la clause X des conditions générales ne s'appliquera pas. C'est là aussi on peut trouver un droit de préférence. Alors, le droit de préférence, j'en ai parlé, tu peux le rappeler parce que moi, j'ai été concernée sur un droit de préférence sur mon premier livre qui me impliquait que je crois, les 3 suivants, donc 4 livres en tout, j'avais Erol avait, donc ma maison d'édition, avait la priorité sur mes 3 prochaines œuvres en lien avec l'éducation. Donc, la clause de préférence, peut-être que tu peux en parler parce que c'est peut-être assez commun finalement. Ouais. Oui, après j'ai fait supprimer sur les autres contrats pour rester sur juste le premier et les 4 livres. Ouais. La clause de préférence, c'est une clause qu'on trouve de manière assez traditionnelle selon les éditeurs et selon les secteurs et qui va souvent être là par défaut. C'est-à-dire que l'éditeur considère qu'il prend le risque d'éditer un auteur inconnu et que si cet auteur a du succès, ce serait bien normal que ses prochains livres soient édités chez lui directement. Alors, elle doit être limitée en termes de nombre d'ouvrages. Vous n'êtes pas lié pour la vie avec cet éditeur. Et elle doit être délimitée à un secteur particulier. Donc, toi, tu l'as dit, c'était pour la parentalité. Ça, vous pouvez discuter avec votre éditeur. Honnêtement, ils sont quand même assez ouverts en général là-dessus. Et puis, peut-être que vous pouvez négocier, si ce n'est pas la suppression totale, au moins que le champ soit très réduit. Donc, sur les ouvrages concernés, ça ne va pas être développement personnel en général, par exemple, mais développement personnel dans tel domaine. Et réduire le nombre d'ouvrages concernés aussi, peut-être que le prochain et puis pas plus. Ouais. Mais ça, c'est négociable. Et la négociation, il ne faut pas en avoir peur. Parce que de toute façon, l'éditeur ne va pas décider d'un coup qu'il est plus intéressé par ce que vous avez à lui proposer du simple fait que vous allez négocier. Au pire, il vous dit non. C'est pas mal en termes de technique de négociation pure d'arriver avec plusieurs billes en disant je veux ça, en sachant qu'en fait, ce qui est vraiment important pour vous, c'est ça. Et donc, du coup, comme vous allez renoncer à ça, ça et ça, l'éditeur va être un peu obligé de vous accorder le truc le plus important pour vous. Ok. Alors, maintenant, on a 2 autres points. Je vais peut-être prendre le temps de prendre toutes les questions, justement, Cécile. Après, ce qu'on va voir ensemble, c'est 4 petites règles à connaître, notamment que les idées ne sont pas protégeables. Ouais. On va voir ça. Et ce qu'on peut écrire ou pas dans un livre. Parce qu'il y a l'idée des citations. Et si vous parlez de cas réels, dans quelle mesure vous pouvez parler des gens qui existent vraiment. Et on va voir ça juste après. Donc, Cécile, je te propose peut-être de nous faire les questions s'il y en a. Oui, il y en a plusieurs. Allez, donc, il y en a une première qu'on avait un petit peu abordée dans une précédente masterclass, mais là, je pense qu'on aura une réponse plus précise sur les droits, sur les méthodes un peu générales comme la communication non violente, les accords Toltec qui ne sont pas liés à une personne, mais qui sont cités parfois dans des livres. Quelle est la réglementation par rapport à ces droits-là? Est-ce qu'il y a des droits sur ces méthodes-là ou pas? Est-ce qu'on peut les citer du coup dans une œuvre littéraire sans problème? Alors, on va revenir à l'idée que tu voulais qu'on évoque ensuite, Isabelle, oui, mais c'est très bien, ça sera fait. C'est une très bonne transition. C'est ça. Alors, le principe du droit d'auteur, c'est que ça protège quelque chose qui est matérialisé. L'œuvre appartient à l'auteur du simple fait de sa création. Encore faut-il que cette création, elle soit matérialisée. Si elle n'est pas matérialisée, ça reste de l'ordre de l'idée. Et les idées, elles ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Ce qui est protégé, par exemple, dans une méthode, comme on vient de parler de la CNV ou des accords Toltec, ce n'est pas le concept lui-même de il y a 4 accords Toltec ou la CNV, c'est d'abord ça, puis ça quand on parle. Ce qui va être protégé, c'est le livre dans lequel c'est expliqué. Donc, on ne va pas pouvoir reprendre les mots exacts de l'auteur à certains égards. Mais par contre, on peut très bien parler de la CNV et reprendre, ou les accords Toltec, parce que j'ai vu que ça fait partie des questions, reciter ces 4 accords Toltec, car les 4 accords Toltec en donnant, voilà, les 4 accords Toltec, c'est ça. Après, on ne va pas reprendre l'essentiel du livre de Raoul Ruiz en reprenant le détail de chaque accord. Par contre, on renverra, ce sera considéré comme une citation quasiment. Le premier accord Toltec, c'est ça, entre guillemets ou pas, et renvoyer à l'œuvre de Raoul Ruiz pour le détail.
Mm. Ou alors, est-ce qu'on peut dire, voilà, les 4 accolades, donc on met vraiment les Ouais, noms, on les cite. et après, on les cite, et après, derrière, on peut décrire comme on veut ce que ça veut dire, en fait. À sa façon. On À apporte sa façon, sa hein. touche personnelle, l'empreinte personnelle de l'auteur, la fameuse, pour décrire ça à sa façon, avec ses Ouais. mots. Alors après, c'est sûr qu'on va parler, là on parle d'ouvrages, on n'est pas dans un roman où on est vraiment dans de la création pure. Là, on est quand même en train de parler des choses qui plus ou moins techniques. Et du coup, la notion d'originalité, d'empreinte de la personnalité de l'auteur va être quand même plus nuancée dans cette matière-là, parce qu'il n'y a pas 50 façons différentes d'expliquer un accord comme ne pas prendre les choses personnellement. Ok. Merci, super, c'est très clair. Alors, un cas vraiment très spécifique, mais du coup qui peut peut-être en éclairer d'autres. Violaine explique qu'elle écrit régulièrement des spectacles en inventant des histoires à partir d'ateliers qu'elle anime de groupes de personnes. Donc, en gros, elle anime des ateliers et à partir de l'atelier qu'elle encadre, elle guide le processus de création et après, elle écrit un livret qui résume ce qui s'est passé dans l'atelier. Et en fait, elle a des contrats avec a priori, les financeurs de ces ateliers-là qui lui disent qu'elle n'a pas droit d'auteur dessus parce que c'est une création collective qui implique finalement, voilà. Donc, elle demande si c'est juste, est-ce qu'elle pourrait récupérer ses droits d'auteur voilà, je pense. Alors, je comprends l'idée générale. Là, c'est une question vraiment très particulière qui mériterait de savoir exactement comment se passent ces ateliers. J'aurais besoin d'un peu plus de contexte. Et là, ça rentre dans le cadre d'une consultation individuelle, je crois, parce que le cas a l'air assez spécifique. Mais de ce que j'entends, ça peut servir à d'autres. Imaginons qu'on voilà, on anime un atelier créatif. Tous les participants vont inventer une histoire ensemble, en rebondissant sur les idées les uns des autres. Je ne pourrais pas écrire un livre sur la base de cette histoire qui a été créée en collaboration, en m'attribuant les droits d'auteur à moi seule. Maintenant, il y a l'air d'avoir un cas particulier avec une société en amont qui parle d'œuvres collectives. Donc là, je ne peux pas rentrer dans le détail de ça sans avoir plus de contexte. Super. Bon, Violaine, du coup, si tu as besoin de plus d'informations, je pense qu'Isabelle enverra les coordonnées. Oui, exactement. Voilà. Après, il y avait la question qui était un peu reliée au droit sur la formation, mais elle allait plus loin. Donc, Sarah demandait aussi, est-ce qu'elle peut réutiliser aussi le design d'identité graphique dans le cadre de sa formation, par exemple, à partir de ce qui a été fait du livre, en fait, ou est-ce qu'elle a changé le design et l'identité? Ouais, ça c'est une très bonne question. Parce que le droit d'auteur, donc on a beaucoup parlé d'édition littéraire, mais il y a aussi tout ce qui est artistique, tout ce qui est création, et notamment la couverture du livre et toutes les illustrations qui vont être à l'intérieur du livre. Donc si vous proposez vos illustrations à l'éditeur, faites attention de bien avoir les droits et de ne pas avoir pris un truc sur Internet que vous envoyez à l'éditeur parce que vous êtes responsable de ça. Et si c'est l'éditeur qui crée les illustrations pour vous et notamment la couverture, c'est lui qui garde les droits d'auteur. Donc vous n'avez pas, en théorie, sans autorisation de sa part, le droit de reprendre ces éléments d'identification graphique pour vous en servir dans autre chose que dans l'œuvre littéraire. Donc la réponse à ta question, c'est non. Tu ne peux pas prendre l'illustration de la couverture et t'en servir pour illustrer pour de visuels pour ta formation en ligne. Sauf si tu demandes l'autorisation à l'éditeur. Sauf autorisation expresse de l'éditeur, bien sûr. Parce que ça peut les intéresser aussi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison qu'ils refusent à Ça, demander. ça m'amène une question sur quand on fait des bibliographies, on cite donc des livres. Est-ce qu'on a le droit de mettre la couverture en illustration? A priori, c'est de la communication, mais en fait, il y a toujours pareil. Finalement, il y a le droit d'auteur aussi sur l'image. En théorie, non. En théorie, non, parce que tu vas reproduire. Le droit de citation, on arrive là-dessus. Le droit de citation, c'est la possibilité de citer un extrait de l'œuvre. Or, quand tu cites la couverture, c'est pas qu'un extrait. C'est pas qu'un extrait. Donc, normalement, tu ne peux pas, dans la bibliographie, mettre la couverture du livre parce qu'elle va être protégée par les droits d'auteur à plusieurs titres, par le design de l'ensemble, hein, la disposition des éléments sur la couverture. Il peut y avoir une illustration dessus, et puis en plus, le titre de l'œuvre lui-même est protégé par le droit d'auteur. Alors, une autre question qui revient sur la partie des maisons d'édition à compte d'auteur. Donc, une personne, Carla, demande si on veut arrêter justement un contrat avec compte d'auteur dans lequel on est déjà embarqué. Est-ce qu'on peut déjà et comment? Et après, est-ce que ça devient tout de suite une auto-édition ou est-ce qu'il faut changer l'ISBN? Qu'est-ce qu'on peut récupérer ou pas? Alors, à compte d'auteur, hein? Oui. C'est super spécifique comme question. Ouais. Mais ça sera la même chose à compte d'éditeur de toute façon. À partir du moment où on a cédé ses droits, pour les récupérer, comment on fait? On regarde ce que le contrat a prévu.
déjà. Est-ce que le contrat a prévu, est-ce qu'il y a une durée? S'il y a une durée, ça va être quasi impossible d'en sortir avant, à moins de prouver que le contrat est économiquement défavorable, etc. Et ça ne peut se faire que devant un juge. Ça ne pourra pas se faire juste par échange des courriers, à moins que les deux parties soient d'accord. Il y a toujours possibilité de rompre un contrat quand les deux parties sont d'accord. Mais dans ces contrats à compte d'auteur dont je parlais, c'est des très grosses maisons qui sont derrière, des très grosses, même pas des maisons, on peut appeler ça des grosses entreprises, des sociétés, qui, je vois, enfin, probablement elles diront non. Donc là, on rentre dans du pur droit des contrats. C'est plus vraiment du droit d'auteur. Comment on fait pour contre un contrat? Soit il y a un accord entre les parties, soit il n'y a pas d'accord. Et là, il faut aller devant le juge ou honorer le contrat jusqu'au bout. Et une fois que c'est terminé, la question qui suit, voilà, si elle y arrive, est-ce qu'elle peut récupérer son œuvre telle qu'elle et en faire ce qu'elle veut? Une fois que le contrat est rompu ou arrivé à échéance, on revient à la situation de départ. Ouais. Donc, tu as les droits d'auteur. Par contre, en termes de numéro ISBN, etc., il faut aller voir, je ne me souviens plus exactement à qui appartient, qui doit faire la déclaration ISBN et qu'est-ce qui se passe si jamais le livre change de responsable, parce que le numéro ISBN, il a pour objectif surtout d'identifier l'œuvre. Donc, je ne pense pas que ça change grand-chose, mais ça, c'est à vérifier. Je ne veux pas m'engager là-dessus. Okay. Merci. Une question plus précise. Il y en a encore, Cécile? Oui, il y en a encore plusieurs. 2, 3. C'est pas rapide, mais il y en a une rapide. Par rapport à la durée de l'œuvre au moment de la négociation, est-ce qu'il y aura un conseil à donner de durée à proposer ou à négocier dans un contrat avec la maison d'édition? Sur la durée de la cession de droit avec une maison d'édition en matière littéraire et technique, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut prévoir une durée en disant ça peut être pour 5 ans ou pour 10 ans, avec un droit de priorité, c'est-à-dire au bout de 5 ans ou 10 ans, si la maison d'édition est toujours intéressée, de s'engager à lui recéder en priorité pour la même durée. Après, combien de temps? 3 ans, ça paraît un peu court, surtout pour des livres techniques qui durent. 5 ans, c'est un peu juste. 10 ans, que vaut le livre sur la méthode au bout de 10 ans? Si ça n'a pas été un best-seller et si votre méthode n'a pas évolué, ça vaut pour la méthode Kousmine. Tu vois, un livre sur la méthode Kousmine, 10 ans après, c'est toujours là. Mais une méthode qu'on a créée soi-même, si elle n'a pas explosé, 10 ans après... Une petite question courte aussi. Lorsqu'on crée un personnage un peu identitairement reconnu, donc là, quelqu'un citait le Madame Comcom de Marjorie qui est intervenue le mois dernier. Comment protéger un personnage? Est-ce que c'est automatique aussi en termes de droit d'auteur, le nom d'un personnage un peu connu, ou est-ce que quelqu'un d'autre peut se dire « Tiens, moi aussi, je vais parler de Madame Comcom dans un autre livre » ? Non. Alors, en parler et écrire un livre sur Madame Comcom, c'est deux choses différentes. Les personnages, ils sont protégés aussi au titre du droit d'auteur. Donc, encore du simple fait de leur création, à condition qu'ils soient suffisamment détaillés pour qu'on les reconnaisse. C'est pas, alors je ne connais pas Madame Comcom, donc je vais prendre un autre exemple, mais c'est pas un amoureux transi. C'est l'amoureux transi qui s'appelle Roméo et qui est éperdument amoureux de Juliette. Il y a un conflit entre les familles, etc. On pourrait le citer dans un livre en disant voilà, c'est comme Roméo, ou ne faites pas comme Roméo, comme un exemple qu'on pourrait donner. Par contre, on ne peut pas écrire la suite du livre ou prendre ce qu'on appelle les préquels, les séquelles, écrire un livre dont Roméo serait le héros et Roméo rencontre quelqu'un d'autre et voilà, et reproduit l'histoire où l'histoire se fait complètement différemment avec quelqu'un d'autre. Ça a été le cas et ça a été jugé avec Les Misérables. D'accord. Question courte aussi, est-ce qu'on peut être à la fois micro-entrepreneur et fonctionnaire? Alors là, c'est du pur juridique. Ça va dépendre du statut de fonctionnaire et ouais. Intéressant. On va se renseigner. Attends, c'était quoi être fonctionnaire et auto-éditeur? Auto-entrepreneur. Micro-entrepreneur. À auto-éditer, en fait. Avoir selon les statuts de fonctionnaire et avoir parfois avec la hiérarchie aussi. Surtout si ça a à voir, l'activité et les livres qui sont édités ont à voir ou pas avec l'activité de fonctionnaire. Ça va être variable selon le statut. Je pensais que le micro-entrepreneur, justement, auto-entrepreneur, avait été créé pour aussi les fonctionnaires. Donc là, il y a plus de... Pour une majorité, oui, mais pas toujours.
Pas toujours. Parfois, l'autorisation de la hiérarchie est nécessaire et j'ai en tête un cas où la hiérarchie ne donne pas l'autorisation. Donc, Ok, coincé. ça marche. Cécile, je vais reprendre la main parce que Allez, donc, sinon, j'en ai une dernière. territoriale. Ouais, parce qu'on n'y arrivera pas. Ouais, non, mais il y en a. Vas-y, la dernière. Il y en a La plus dernière. qu'une. C'est, Allez. et je crois qu'elle est courte aussi. Ok. Si elle veut décliner un livre en jeu de cartes, est-ce que ça tombe dans le droit d'adaptation d'un contrat d'éditeur? Oui. Oui. Donc, du coup, c'est à voir avec ce qui est écrit dans le contrat, quoi. C'est ça. Est-ce que le droit d'adaptation dans le contrat d'édition est aussi large que ça? Ce sera peut-être le cas selon les maisons d'édition. Ok. La dernière question, c'est ton tarif de consultation, mais ça, tu me diras à la fin. Je fais plus de consultation juridique. Ah bon, bah voilà. Donc, peut-être ce sera la nouvelle question. Tu pourras nous recommander quelqu'un, éventuellement? Éventuellement, je peux vous recommander quelqu'un. Oh, tu vois, tu pourras y réfléchir. Ouais, Ça peut être sympa pour les gens qui nous écoutent, qui ont besoin d'un peu plus de focus. Merci. Cécile, c'est bon? Oui, je disais merci et je raccroche. J'ai encore 2 choses assez importantes à dire avant qu'on termine. Il y a les 4 règles. Je le rappelle, on l'a déjà dit, les idées ne sont pas protégeables. Quand on dit une idée qui est la nôtre à quelqu'un, il peut la reprendre et on ne peut pas le lui reprocher. Enfin, on peut lui reprocher moralement, mais en tout cas pas juridiquement, de toute évidence. Alors, pas juridiquement au titre du droit d'auteur. On pourra aller sur d'autres terrains, mais en droit d'auteur, on dit que les idées sont de libre parcours, ce qui explique que ils sont un certain nombre à avoir écrit des histoires sur l'idée qu'il y a un amoureux transi avec un conflit familial et qu'un coup il s'appelle Roméo, un coup il s'appelle autre chose. Ouais, je pensais plus sur des livres pratiques, tu vois, quand il y a un angle de vue un petit peu particulier. Mais tant que c'est pas matériellement écrit, c'est difficile de prouver, en fait. C'est ça, il va y avoir un problème de preuve. Ouais. Il y a un problème de preuve. La deuxième, ça paraît très logique, hein, mais l'œuvre doit être originale. Donc, on va bien s'assurer que c'est vous qui l'avez écrit et qui a un style. Si ça se rapproche trop de quelque chose qui existe déjà, ça risque de bugger. Alors, le critère de l'originalité, c'est pas le critère de la nouveauté. C'est pas évident à comprendre et c'est pas évident à appréhender parce que c'est pas défini par la loi et c'est les juges qui, au fil du temps, évaluent ça. Et comme les juges sont comme la société, ils évoluent, le critère de l'originalité, il a évolué aussi. Donc, c'est vraiment pas facile de se positionner là-dedans, surtout sur des livres techniques. Le critère d'originalité, il est différent de la nouveauté dans le sens où on pourrait mettre 2 peintres face au même paysage. Ils vont tous les 2 peindre la même chose, mais chacun va le faire à sa façon. Donc, c'est pas nouveau de peindre la Sainte-Victoire, mais 2 personnes au même moment ne vont pas faire la même chose. Et c'est là où on va avoir l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ou ne l'ont pas produit de la même façon. Donc, on peut très bien être plusieurs à écrire des livres sur exactement le même sujet. On a parlé de la CNV, voilà, on a le droit. Exactement. Il faut prendre vraiment être original dans la façon de le présenter. C'est ça, hein? Ouais, avoir apporté quelque chose, une touche personnelle et ne pas faire que de la paraphrase de ce qui aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre sur le sujet. Ok. Le dernier point, parce que je réalise que le dernier, on en a parlé, l'histoire de... quoi que non, il faudrait en parler. Ça, ce que j'ai découvert, c'est que le copyright, le petit arrobas, là, copyright, tout droit réservé, que moi j'utilise aussi, ça ne sert à rien, apparemment. Non, en droit français, ça ne veut rien dire. C'est un droit américain, en fait. C'est ça vient du droit américain et en fait, ça signifie que l'œuvre a été déposée auprès du Copyright Office américain. Okay. Comme en France, il n'y a pas de dépôt des œuvres officielles, contrairement à ce qu'on peut faire en matière de marque. On peut déposer son œuvre auprès de la SGDL, etc. Mais tout ça, ça ne confère pas une protection. Ça va juste servir à titre de preuve pour donner une date certaine à l'œuvre. À telle date, il est certain que je l'avais créée. En voilà la preuve. Mais en droit français, il n'y a pas de dépôt. Donc, la mention copyright, tout droit réservé, ça ne veut rien dire. On peut la mettre pour se rassurer, pour signifier aux autres par tradition. On se dit que ça peut servir, mais juridiquement, ça ne vaut rien. Ok. Du coup, la partie que je voulais évoquer aussi, c'est ce qu'on peut écrire ou pas dans un livre. On l'a évoqué un tout petit peu avant, par rapport au nom, les 4 accords Toltec ou le nom des accords Toltec. Donc, on peut faire des citations, entre guillemets, d'une partie d'un autre livre, mais la règle, ça doit être que ça soit court, mais court, appréciable. Il n'y a rien de très précis à ce que je comprends à ce niveau-là. Et on doit citer le nom de l'auteur et la source.
voilà la règle pour pouvoir reprendre une petite partie, un tout petit extrait d'un livre ou d'une chanson. C'est il y a quelques secondes Ouais. dans ces cas-là, puisque la chanson, c'est que quelques minutes. C'est ça, il y a une notion de proportionnalité déjà. Ouais. Sur un poème de moins d'une page, si on en cite la moitié, c'est plus vraiment une citation. Et puis, c'est la notion de courte citation. Et il y a une notion de substance aussi. C'est-à-dire que si on reprend un petit livre de 10 pages où l'essentiel serait dans une page et qu'on reprend cette page-là, certes, ça sera que 10%, ce qui reste quand même pas mal, mais on aura surtout pris la substance du livre. Donc, on ne peut pas citer la substance du livre intégralement. Et évidemment, il faut citer le nom et la source de l'œuvre dont la citation est extraite. Y compris la vôtre, quand vous aurez bien sûr écrit des livres, quand on reprend vos écrits à vous, que vous soyez bien, vous avez le droit de paternité, j'ai retenu. Ça, c'est exactement ça, en raison du droit de paternité. Mmh. J'ai Tu veux rajouter quelque chose sur la citation? J'aurais une question dans cette même ordre-là, c'est si on parle de personnalité connue. Ben, j'allais juste te dire après. Alors ça va être, ouais, c'est là où on va parler sur la vie privée. Voilà. Je te vois arriver. Donc, de qui et qu'est-ce qu'on peut dire sur quelqu'un dans un livre? Alors bon, sur des livres techniques, la question se pose un peu moins. Hein. Là, on est. S'il y a des exemples, tu vois, peut-être. Parce que si on parle de Marshall Rosenberg en disant la CNV de Marshall Rosenberg, là c'est complètement OK. On est justement en train d'attribuer la paternité de quelque chose qui aurait été créé par Marshall Rosenberg à Marshall Rosenberg. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que je peux citer Emmanuel Macron dans un livre? Ça dépend ce que je vais dire sur lui, parce que là, on va rentrer sinon dans là, c'est plus du droit d'auteur, c'est une question de liberté d'expression et donc de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'injure ou de diffamation. Donc l'injure, ce serait Emmanuel Macron est un sale con. Oui, voilà, c'est à titre d'exemple que je viens de dire ça. Et la diffamation, ce serait de dire quelque chose qui va porter atteinte à son honneur ou à sa considération, sachant que ça peut être prouvé si c'est vrai, si c'est pas vrai. Enfin, ça c'est du droit de la presse pur. C'est un peu touchy de rentrer là-dedans. Pour les livres techniques que vous écrivez, je crois qu'il n'y aura pas lieu d'être. Quand on prend des exemples de patients, par exemple, dans son livre, ou de gens qu'on a pu recevoir en consultation, là, il faut faire attention au respect de la vie privée de ces gens. Donc, de ne pas parler de choses qui relèvent de la sphère intime, ou si on le fait, de faire en sorte que ces personnes ne soient pas identifiées ou identifiables. Donc, si on dit ma voisine de bureau, lorsque je travaillais à tel endroit, on n'a beau pas avoir dit son nom, elle est clairement identifiable. Et si on commence à raconter sa vie, elle avait des problèmes avec son mari, parce que vous comprenez, là, on va avoir un problème de vie privée. Donc là, ce n'est pas une question de droit d'auteur, mais ça va être un problème d'atteinte à la vie privée qui est protégé par le droit civil. Y compris, j'imagine, quand on, à ce niveau-là, et on verra après pour les personnalités, mais quand on raconte sa vie, on a des histoires en lien avec sa propre vie, sa propre histoire. Si on cite les membres de sa famille ou des trucs ou des histoires, on peut être embêté. Et si on a, encore une fois, tout est possible à condition d'avoir l'accord des personnes concernées et d'être en mesure de pouvoir prouver cet accord. C'est-à-dire que moi, je peux parler de ma sœur et ma sœur à l'oral me dire c'est OK. Et puis le jour où on commence à plus du tout s'entendre, elle va me retirer cet accord juste pour m'embêter. Je vais avoir du mal à prouver qu'elle m'avait dit OK à un déjeuner de famille. Donc, dans la mesure du possible, si ça touche vraiment à la vie privée des personnes, évitez de le faire. Racontez l'histoire sous un autre angle, inventez, changez les prénoms. C'est plus votre sœur, ça vous fait penser à votre cousine qui avait une sœur, en étant bien sûr que votre cousine n'a pas de sœur. Comme ça, on sait que c'est inventé. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Ouais. Et nous, on avait avec Cécile un livre sur les biographies de personnes inspirantes. Est-ce que c'est OK de raconter leur vie? Alors, il y a la notion entre vie privée et vie publique et plus ou moins… Des personnes publiques. Voilà, ce sont des personnalités. C'est ça, ce sont des personnalités publiques. Donc, quand on ne fait que reprendre des choses qui sont de notoriété publique, qui ont été partagées dans les journaux, alors attention à ce qui a été partagé dans Voici et Gala, parce qu'en général, c'est des atteintes à la vie privée et sauf pris un procès derrière. Donc, de ne pas reprendre ces sources-là, mais des choses qui sont de notoriété publique, même qui peuvent avoir attrait à des choses qui relèvent normalement de la vie privée, comme la situation de couple, le fait d'avoir des enfants ou pas, même la résidence, où est-ce que telle ou telle personne habite, ça fait partie de la vie privée normalement. Quand c'est des personnalités publiques, la sphère de la vie
privée se réduit pour augmenter au profit de la vie publique. Oui, parce qu'il y a une vraie protection de la partie, juridiquement, de la vie privée des personnes. Donc, si vous citez ces points de vie privée des personnes, il y a une véritable atteinte à la vie privée et du coup, vous pouvez être attaqué et non pas sur le plan pénal, si j'ai bien compris, mais en dommages et intérêts. Ouais, sur le plan civil, sur le le plan article civil. 9 du Code civil, chacun a droit à le respect de sa vie privée. Et c'est tout le business de Voici, en particulier, et tous les magazines comme ça. Eux, c'est des atteintes à... Alors, ça va souvent plus loin que la vie privée. On parle d'intimité de la vie privée. Comme c'est des personnalités publiques, on considère que leur vie privée est en quelque sorte publique. Et donc, on parle d'intimité de la vie privée. Et voilà, évitez de le faire. Okay. Est-ce qu'on a encore des questions? Sinon, je vais te demander juste pour clôturer cette partie-là. Alors, il y en a une, notamment par rapport au pitch. Le pitch, mais on va le faire juste après. Oui, mais ça a un lien indirect avec ce qui vient d'être dit. D'accord, ok, ça marche. Si on présente des livres à son audience... non, pardon, c'est pas ça. Dans le cadre des pitchs de mardi, et même aujourd'hui, où ils vont présenter leurs idées par rapport à leurs livres, est-ce que justement, elles ne peuvent pas se faire piquer leurs idées? Enfin, une fois que... Voilà, est-ce que c'est risqué pour eux de faire des pitchs publiquement avant même d'avoir écrit l'œuvre, en fait, quelque part? Si ce n'est que l'idée, quelqu'un d'autre peut s'accaparer l'idée et il a le droit. Alors, c'est une idée. C'est une idée, et les idées sont de libre parcours, donc elles ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Maintenant, une idée qui aura été... là, elle est matérialisée, puisqu'elle est quand même donnée à l'oral et elle sera peut-être même enregistrée. Donc, il y aura quand même une matérialisation. Maintenant, j'ai l'idée d'écrire un livre sur deux amoureux qui ne peuvent pas être ensemble. Et ça reste quand même très conceptuel. Et alors, le premier personnage s'appellera Roméo et il aura telle et telle caractéristique intellectuelle, physique, et je compte en parler comme ça. Et la scène va se passer à tel endroit, à telle époque. Là, on commence à avoir suffisamment de concrétisation pour que ça soit protégeable par le droit d'auteur. Maintenant, dans le cadre d'une présentation à des éditeurs, surtout pour des livres techniques, en général, les éditeurs ne reprennent pas trop vos idées. On leur soumet plutôt trop de projets pour qu'ils aient envie de piquer des idées. Maintenant, ça arrive dans d'autres situations qui vont être plus des situations industrielles où il y a quelqu'un qui arrive avec un projet pour une entreprise en pensant qu'on va lui acheter son projet. Et puis, quelques temps après, finalement, l'entreprise qui avait dit non, on retrouve ça ailleurs. Et ça, c'est un autre fondement juridique. Je ne pense pas que ça vous concerne directement. Je pense que pour les maisons d'édition, en fait, elles n'ont aucun intérêt. Déjà, on leur soumet énormément de projets. Donc, elles n'ont aucun intérêt à rechoper l'idée pour l'utiliser parce que si c'était su, ça briserait vraiment l'image de la maison d'édition. En ce qui concerne les autres personnes, ici, dans le cadre de cette masterclass, vous avez tous plus ou moins un projet qui vous est propre. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais... par ailleurs, au niveau de l'idée, il y aura toujours l'originalité. Bon, elle est déjà protégeable, effectivement, comme tu le dis, par l'enregistrement ou par le fait, on vous l'a déjà dit, et je vais le rappeler d'ailleurs dans la fiche technique que je vais vous envoyer, il y a différents moyens de protéger déjà vos écrits, votre proposition avec le sommaire, l'idée générale. Vous avez aussi construit une fiche, vous pouvez vous envoyer simplement un mail que vous n'ouvrez pas, et après, on avait parlé de l'envoi de la lettre en recommandé, le dépôt à la SGDL, je crois que ça coûte 10 ou 15 €, l'envoi à l'enveloppe e-solo pour protéger le début de matérialité, comme disait Marjorie, pour vous protéger. Et de toute façon, il y aura dans votre, encore une fois, une idée quand on a un sujet. Après, la différence va aussi la façon dont ça va être traité, écrit. Et en général, on ne détaille pas tout le processus à 100%. Donc, vous gardez quand même l'originalité, la substance. Au-delà de l'idée, il faut l'écrire derrière le livre. Il faut l'écrire de la façon dont vous voulez l'écrire. Donc, je pense que là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir normalement. C'est pareil quand on crée une entreprise, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? C'est toujours le doute et c'est toujours un doute, effectivement. Oui, il y a toujours un doute. Là, je change un peu de casquette, je mets ma casquette de coach et effectivement, dans ces cas particuliers, c'est dans quelle énergie je vais présenter mes choses. Est-ce que j'ai peur qu'on me pique mes idées? Est-ce que je me mets dans une énergie de peur? Ou est-ce que finalement je me dis que mon idée est super et si quelqu'un la reprend, ça voudra quand même dire que c'était vraiment une très très bonne idée. Et la bonne nouvelle, c'est que jamais il ne pourra la reprendre aussi bien que moi je l'aurais fait. Il va en faire quelque chose de différent, il le fera à sa sauce, avec son empreinte. De toute façon, personne ne pourra prendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous par rapport à cette idée-là. Ouais, c'était une citation de Nikola Tesla qui disait, parce que c'était un inventeur prolifique,
je sais pas combien de brevets il a déposé. Et quand certains lui ont repris effectivement ses idées, et il disait non, je suis pas triste qu'il m'ait repris mes idées, je suis surtout triste qu'ils aient pas eu les leurs. C'est ça. Cette citation. C'est ça. Génial. Trouve tes propres idées, mon gars. J'ai une question 2 fois la même, donc c'est pour ça que je la pose quand Super. même. C'est quand on veut parler par contre d'un livre et de ce contenu avec sa substance, du coup, même si on ne va pas citer la substance d'une œuvre, pour la vendre en fait, pour la présenter, pour la conseiller, quand on parle d'une œuvre et qu'on veut la mettre en valeur, il faut quand même parler de sa substance. Est-ce qu'on a le droit du coup et quelle est la limite de mise en avant des livres dont on veut faire la promotion en fait? Alors, il y a la citation et il y a le résumé. Et là, je crois qu'on parle plutôt d'un résumé. Tout à l'heure, on parlait de la citation, de citer carrément le livre. Et là, il s'agit de résumer un livre, de dire, voilà, j'ai lu ce livre, il est super. Dans la première partie, ça parle de ça. La deuxième, ça parle de ça. La troisième, ça parle de ça. Ça, en fait, ce résumé, lui-même, on peut considérer que c'est une œuvre dérivée de l'œuvre première. C'est-à-dire que la personne qui aura écrit ce résumé, elle a créé une œuvre elle-même, en fait, à partir du moment où on a les articles de blog, les textes. C'est une œuvre à part entière qui aurait été inspirée par un premier livre. Alors, tant qu'il n'y a pas de monétisation directe, je pense que c'est OK. Maintenant, si on faisait un livre de résumé des œuvres, peut-être que la question se poserait un petit peu différemment. Mais pour moi, c'est OK. Puis il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition, parce que là, à ce moment-là, c'est la maison d'édition, Coralie et Droit, qui va vous reprocher d'avoir mis en avant son livre. Et la dernière question, c'est est-ce qu'on peut mettre des témoignages? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut faire signer un papier de droit, justement, sur des témoignages d'une personne? Alors, le témoignage d'une personne, c'est mieux d'avoir son accord quand même pour le publier, parce que quand elle vous l'aura donné, ce témoignage, si elle l'a fait dans le cadre d'une correspondance privée, elle vous envoie un mail, merci, c'était vraiment super, j'ai adoré ton accompagnement. C'est une correspondance privée, donc pour pouvoir l'utiliser, il faudrait son accord. Si c'est un témoignage vidéo, là, vous allez reproduire son image. Si vous êtes en pleine session, comme on est en train de le faire là, puis qu'à un moment, quelqu'un dit « Ah, c'est vraiment super, merci beaucoup, c'était top », là, je vais avoir l'image de la personne qui va être à l'écran. Donc, j'ai besoin de son autorisation à ce niveau-là aussi. Donc, de toute manière, quelqu'un qui vous aura écrit un témoignage très positif, je ne vois pas bien pourquoi il vous dirait non, il est hors de question que tu l'utilises. Mais il faut quand même lui demander l'accord, ne serait-ce que par mail, pour avoir un oui de principe, ne serait-ce que par respect, en fait. C'est plus correct et juridiquement, ce serait nécessaire. Maintenant, je ne veux pas que vous viviez dans la peur du juridique non plus. En train de me dire, du coup, mais parce que sans avoir trop peur non plus. Ouais, parce qu'il y a la théorie, il y a le droit, et puis il y a ce qui se passe en pratique, il y a l'éthique, et il y a les intérêts des protagonistes, en fait. Et c'est parfois assez différent. Donc, réfléchissez d'abord en termes de morale et d'éthique. Et puis, si vraiment, moralement, vous vous dites, c'est que probablement il y a une loi derrière. Oui, parce qu'en fait, ce que je pensais aussi pour les témoignages, c'est que souvent, on ne met pas le nom de famille, en fait. On met juste le prénom, éventuellement l'âge, et hors contexte, on ne peut pas du tout savoir. Ça va être pour respecter la vie privée de la personne, justement, qui sera fait accompagner par vous, notamment, ou qui aura lu votre livre. Ça relève de sa vie privée d'avoir pris un accompagnement ou d'avoir lu votre livre. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que souvent, on ne cite pas le nom de famille, surtout si on n'a pas l'autorisation de le faire. Parfois, ça peut être bien d'obtenir un témoignage avec le nom de famille et peut-être même un site internet vers lequel on peut renvoyer quand on fait de l'accompagnement professionnel, notamment, pour dire, voilà, telle personne, je l'ai aidé à créer, et regardez, voilà le résultat aujourd'hui. Mais ça, on le fait évidemment avec l'autorisation. OK. Donc, de toute évidence, on a des merci pour les réponses, et merci à Cécile. Alors, j'en ai une toute dernière, mais je pense qu'on a répondu. Elle vient de la rajouter, Alix, mais c'est sur si elle crée une méthode dans le cadre d'une création d'entreprise, est-ce qu'elle peut la reprendre dans un livre à titre personnel? C'est-à-dire qu'elle est salariée, j'imagine, je pense. Elle crée une méthode dans le cadre de son travail, mais c'est elle qui l'a créée. Est-ce qu'elle peut la réutiliser dans son livre personnellement, en dehors de l'entreprise? Il faut voir le contrat de travail. Fondatrice de l'entreprise. Alors c'est sa propre entreprise, en fait. Elle crée une méthode dans... Ouais, alors là, ce serait... faudrait voir quelle entreprise et quel type d'entreprise, mais ça pourrait être... et quel type d'utilisation personnelle ensuite. Il y a un moment, on pourrait presque considérer que c'est du détournement de l'actif de la société. Si elle l'a créé dans le cadre de la société, que ça a été fait pour la société, c'est complexe comme question et comme réponse. Un cas particulier. Ok. Merci. Désolée. Merci à tous. On va aller sur la deuxième partie. Alors, encore une fois,
Je le répète, on a juste abordé le sujet avec Marjorie pour ce qui paraissait l'essentiel. Je vous envoie une fiche, comme d'habitude, évidemment, qui synthétise tout ce qu'on a dit. Maintenant, si ça vous intéresse, il y a vraiment des milliards d'informations dedans. C'est super simple à écrire. J'en fais la pro parce qu'il est très bien. Écrit, Marjorie, 12 € pour le droit d'auteur, pour les écrivains, et vous avez toutes les réponses à vos questions. C'est super riche, super complexe. J'ai appris des milliards de choses. Donc, voilà, je fais la pub, mais c'est un chouette projet. Merci, Marjorie. Merci. Il y aurait tellement de choses encore à dire, je le sais, c'est un petit peu frustrant, mais aujourd'hui, on a le temps pour les pitchs. On va demander d'arrêter l'enregistrement pour Cécile.